Alors, je suis Maria Vollers, je suis eurythmiste. J'ai été formée à Paris, enfin en région parisienne, il y a une trentaine d'années. Donc, c'est un cursus de 4 ans, ce sont des études artistiques. Puis, je suis allée en Suisse où j'ai participé à un travail artistique avec une vingtaine de rythmistes. Et ensuite, j'ai fait une formation d'eurythmie thérapeutique en Allemagne, tout en travaillant encore régulièrement avec des enfants. Voilà. Puis j'ai pu, après je suis arrivée en France où là j'ai vraiment développé les 3 pôles de l'eurythmie, à la fois pédagogique avec des enfants, thérapeutique avec des enfants et des adultes, et aussi vraiment faire rentrer dans les bases de l'eurythmie et l'eurythmie artistique pour des groupes. Voilà. C'est un art du mouvement qui est né dans un contexte particulier, au début du XXe siècle. Et voilà, c'était un questionnement, comment trouver, dans la danse un renouveau. Ça s'est passé au même moment, que Isadora Duncan, était aussi là, avec toute une recherche différente dans le mouvement. Et là, il s'agissait, de rendre visible la parole et la musique. Donc c'est d'abord un travail d'écoute. On écoute la parole, on écoute la musique et on essaye de faire, de se lier à ce qui vit dans la parole et ce qui vit dans la musique. Dans la parole, nous avons des sons, mais nous avons aussi, alors c'est la parole poétique au départ, vraiment. Donc on a tous ces sons, le A, toutes les voyelles, toutes les consonnes, et on essaye de se lier vraiment à ce monde-là, de manière très phénoménologique, en ressentant déjà comment elles résonnent et quels espaces intérieurs elles créent, quel vécu vivent derrière chaque son. Voilà, et pour la musique de même. Donc on va essayer d'entendre cette musique et de pénétrer les lois de la musique. Donc on va se demander par exemple quel geste a un majeur et un mineur. On sent un majeur va nous conduire vraiment vers une joie et nous faire sortir et rayonner, alors qu'un mineur c'est plutôt une musique qui va rentrer. On va essayer de comprendre comment ce jeu du rythme, distinguer ce qui est du domaine de la mélodie, de la hauteur du son, et de trouver les gestes qui permettent d'exprimer ça. Voilà, de pénétrer aussi dans l'intervalle, le silence. Voilà. Et c'est toujours, on essaye de vraiment... en fait, on amène des gestes conscients et emplis de sens à chaque fois, d'un contenu, voilà, d'âme. Ce sont vraiment, le rythme permet de vraiment rendre visibles tous ces gestes d'âme et les intentions de l'âme. Les intentions dans la parole aussi. Donc on va pouvoir exprimer aussi par exemple des sentiments comme l'orgueil, comme l'intelligence, être diablement intelligent, qu'est-ce que c'est? Ou la piété, quel geste pour la piété? Ou voilà, donc on essaie vraiment de rentrer dans des archétypes, des lois qui sont valables pour tous les hommes, ce qui est général en fait. Donc et ça devient, c'est un art, oui, très expressif, oui. Je ne sais pas trop, expressif. Rendre visible quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, je peux dire, peut-être comment j'ai rencontré le rythme et qu'est-ce qui m'a touchée pour pouvoir aller dans ce chemin. Et j'ai fait des études de sociologie et pendant ces études, j'ai eu le sentiment d'être trop abstraite et donc j'ai eu le besoin de travailler et il se trouve que cette aspiration m'a conduit à travailler dans le monde du handicap et là, je suis vraiment, j'ai été accueillie, alors que je ne connaissais pas du tout, dans un centre de pédagogie curative, après avoir travaillé vraiment dans un domaine psychiatrique, où j'avais trouvé qu'il y avait une absence de vie et pour les personnes qui étaient psychotiques ou autistes qui étaient là, très peu de vie, très peu de choses en fait, on les retirait de la vie. C'était le sentiment que j'avais. Et en cherchant vraiment une pédagogie,
je suis tombée sur un centre de pédagogie curative où là, au contraire, tous ces personnes handicapées, c'était des jeunes adultes qui avaient entre 14 ans et 21 ans, pouvaient vivre une expérience à la ferme, donc pouvaient aussi avoir encore un enseignement avec de la peinture et de la musique. On leur faisait jouer du théâtre, alors qu'ils étaient vraiment profondément handicapés, hein. Et on faisait participer à une vie vraiment quotidienne, donc voilà, avec des odeurs, des couleurs, des rythmes dans la journée. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert aussi une autre manière d'appréhender l'être handicapé. Donc il était capable vraiment quand même, on pouvait accéder, malgré ce handicap, à son esprit. Et on avait la certitude dans ce lieu qu'en fait, ce qui était amené touchait son être intime. Et là, dans ce cadre-là, j'ai accompagné le rythmiste thérapeute qui avait des enfants autistes en individuel et qui faisait des choses très très simples. Et donc là, c'était Thomas, et c'était un autiste très très difficile, qui se mutilait et qui se frappait beaucoup. Il était défiguré d'ailleurs par ça. Toute la maison a été construite autour de lui, les tableaux accrochés parce qu'il arrachait tout. Donc une violence qui était vraiment quand même très très grande envers lui-même, comme une absence de présence aussi totale. Et dans ce cours de rythmie, pour lui, en fait, dans ce moment de thérapie pour lui, il y avait des cannes qui étaient par terre et il y avait un élément rythmique dans la parole qui était prononcé, des paroles assez profondes, hein, mais que j'entendais pas vraiment. Et je devais aider le rythmiste à soulever les pieds de Thomas, qui refusait fermement de le faire, et dans cet élément de rythmique, le faire marcher. Voilà. Et d'un coup, Thomas qui frappait, hein, quand même, et il fallait donc être prudent de ne pas recevoir des coups. J'avais sa main dans ma main, et j'ai senti dans sa main toute une vie différente. Il a commencé à transpirer, et j'ai relevé la tête parce que j'étais en dessous de lui. Et là, d'un coup, je l'ai vu. Dans ses yeux, j'ai vu Thomas. Et c'est la première fois que j'avais une rencontre avec lui, en fait. Et j'ai su à ce moment-là que je ferais de la rythmie parce que j'ai compris que c'était un art de la présence. Voilà, un art de la présence. Après, voilà, on peut vraiment la marche, simplement travailler la marche, c'est une chose extraordinaire, de marcher vers, hein, se mettre en route vers. Et du coup, on sent que cet élément très rythmique de lever le pas, de le reposer par terre et d'avancer, en fait, on avance vers soi et puis on peut revenir vers soi. Et le rythmie, vraiment, on cherche à comprendre justement comment ce jeu se manifeste dans le mouvement, dans la parole. Et c'est un petit peu dans cette direction-là voilà, qu'on soigne. Et j'ai vraiment eu cette étincelle intérieure qui m'a fait dire, bien que je ne comprenais pas complètement le discours de le rythmiste, me faire dire que ce serait mon métier à un moment donné dans ma vie. Voilà. Alors le rythmiste, c'est un art de l'écoute très très profonde. Et je ne fais que pénétrer ce qui est. Donc quand j'écoute, c'est des fois plus facile pour la musique parce qu'on s'est un peu éloigné de l'art de la poésie. Mais quand j'écoute une musique, je veux dire, il y a et que je l'écoute souvent, je l'écoute mieux. Et là, non seulement je vais l'écouter mieux, mais je vais la pénétrer par le mouvement, donc me lier complètement à elle. Et donc ça mène une présence. Je ne peux pas faire autre chose que ce qui est. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à faire des gestes qui ne correspondent pas à la musique. Donc je ne vais pas me mettre à baisser les bras alors que la musique monte. Et ça correspond vraiment à une réalité de mon organisme. Hein, je vois toute ma colonne vertébrale, par exemple, elle est vraiment construite. Et ça, petit à petit, on le vit. Bien sûr qu'on ne pense pas à nos os quand on fait de l'eurythmie. Je veux dire, quand j'amène de l'eurythmie de manière... mais en tant que thérapeute, je le vois. J'ai un squelette qui est construit complètement musicalement. Et donc, c'est une évidence, finalement, quelque part, de manière très évidente, quand on fait entendre un son aigu à quelqu'un, il va aller le cueillir dans les hauteurs et un son bas dans les profondeurs.
On sent que toute notre colonne est construite comme ça, hein, à travers vraiment une base qui est beaucoup plus solide et qui arrive vraiment avec les 2 vertèbres en haut qui sont absolument ciselées et d'une finesse incroyable. Donc on est dans des colonnes comme ça, et la hauteur du son, elle va se passer dans ça. Donc je vais vraiment essayer de rendre visible ça. Je vais essayer de rendre visible le rythme aussi et de sentir voilà, ces espaces du rythme. Qu'est-ce que c'est qu'une longue, par exemple? Mais c'est pas moi qui vais inventer ce que c'est que la longue, mais je vais essayer de pénétrer de plus en plus pour me dire, mais en fait, une courte, qu'est-ce qu'elle fait? Une longue, qu'est-ce qu'elle fait? Une courte, elle me ramène à moi. Hein, quelque chose de court, je suis dans mon organisme. Si là, le bras, il est long, et si je fais une courte, je suis tout proche de moi. Et donc vraiment, c'est comme une espèce d'éveil, alors que la longue m'éloigne, mon âme se répand, et elle m'éloigne. Et donc je vais pouvoir le vivre comme ça aussi. Je vais pouvoir simplement aussi le vivre à des petits pas et des grands pas. Voilà, je vais pouvoir vivre un silence. Qu'est-ce qui se passe dans un silence? Est-ce qu'il y a un arrêt du mouvement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plus de mouvement? Un intervalle, une seconde, par exemple, par rapport à une septième, c'est 2 mondes différents. Quand je vis un intervalle de seconde, c'est tout petit, c'est encore très intime, très proche de moi. Alors qu'un intervalle de septième va m'amener déjà à vibrer dans le lointain. Et donc c'est... En fait, tout prend une qualité, en fait. Tout est contenu. Et dans ce sens-là, c'est un art qui m'amène vers une grande légèreté et en même temps qui m'incarne pleinement. Et je suis incarnée dans la mesure où je me suis saisie profondément de mon être, de mon être, je dirais, de mon âme en fait. Hein. L'incarnation, c'est ce lien entre le corps, et j'ai un corps qui est très vivant, donc je vais me servir de ces forces de vie qui sont là, hein, qui peut croître et se déployer et tout ça, et puis en même temps j'ai une âme, et c'est vraiment, le rythme veut vraiment comprendre ce mystère de l'incarnation. Mais tout prend sens. Quand je marche un carré, c'est pas pareil que de marcher un cercle. Et tout ça, je vais m'en servir d'un point de vue. Après, quand je pénètre tous ces éléments, quand je marche une droite, ce n'est pas pareil que de marcher une courbe. Je ne m'adresse pas au même... ça ne me relie pas de la même manière au monde. Ça n'a pas le même effet sur moi. Donc, par exemple, simplement, si de manière pédagogique, on va beaucoup utiliser le mouvement et les dépassements dans l'espace, et on sent toutes ces formes géométriques, c'est quand même de la lumière, il faut les penser. Hein, mais là, je l'amène dans le mouvement, donc ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une pensée qui devient réalité. Donc dans ce sens-là, on est aussi très très concret et très présent. Et quand on voit le monde de l'enfance qui grandit, on peut vraiment suivre des états de conscience qui sont très différents. Un petit enfant n'est pas pareil qu'un adolescent, il se vit intérieurement différemment. Et nous, on va essayer d'accompagner ça. On va essayer d'accompagner ça avec aussi la dimension qu'en fait, on vit en nous-mêmes une dimension spirituelle, et qu'en fait, il s'agit quand même de faire en sorte que la personne, de construire l'enfant et l'adolescent et le jeune adulte de manière à ce que quand il le décide de manière libre, il puisse retrouver en lui cette aspiration spirituelle. Qu'il ne le perde pas. Parce qu'en fait, quand on regarde l'évolution de l'enfant, c'est vrai qu'au départ, il est tout ouvert, complètement ouvert, à donner à la vie. On le sent, il imite immédiatement. Si on est dans l'action, il se met aussi dans l'action lui-même, et il aime toucher les éléments et se lier pleinement quand il devient, si on va tout petit, qui touche un tronc d'arbre. En fait, il éprouve tout par le corps et tout ça le construit en fait. Un objet lourd à porter, un objet léger, tout ça, ça le construit. Et moi, en eurythmie, avec un tout petit, je vais rentrer que dans la vie. Je vais parler du vent, je vais parler de scier, de construire une maison qui est un peu à l'image aussi de notre maison, qui est solide ou pas solide, qui laisse passer de la lumière à travers un petit trou ou pas. Et voilà. Et puis je peux sortir dedans et puis je peux rentrer. Donc je lui parle complètement de lui, de son temple, et de la vie en fait, et de la vie. Et puis après, quand il va arriver un peu plus dans l'âge social, à partir de ce qu'on pourrait appeler le CP, là, alors qu'il baignait dans un tout, on va continuer à baigner dans ce tout. Le sentiment d'un cercle, on l'a vu tout à l'heure, par exemple aussi, c'est quand on est tous ensemble dans un cercle et qu'on se regarde et qu'on se perçoit,
En fait, on est ensemble. Et c'est un véritable sentiment du nous qui est là. On est tous ensemble. Et puis ça évolue. Hein. Au début, l'enfant, il est vraiment... Il sent pas forcément où je suis, où tu es. Il va falloir tout apprendre, droite, gauche, où je suis, où tu es. Et donc, on va suivre ça aussi. D'un coup, on perçoit, tout l'autre, il n'est pas tout à fait pareil que moi. Et je peux lui faire des coquineries. Hein, on grandit. Et donc, c'est moi et toi. Toute cette altérité qui va être simplement, on sort du cercle, on fait beaucoup de choses autour du cercle, on rassure. Tu es dans une plénitude, tu es dans le nous, et on t'entoure et tu vis ce cercle. Et ensuite, après, tu t'individualises et tu fais pas la même chose que ton voisin. Toi et moi. Un petit enfant, faire toi et moi, c'est pas si facile que ça, surtout quand il faut aller vite. Voilà, et donc déjà, il sent, ah ça c'est moi, ah ça c'est toi. Et là, tu pars dans le mouvement, mais pas moi. Toi, tu vas courir, et moi, je dois me tenir, et je dois écouter que là, le poème, il a un phrasé, et que moi, je dois bouger à un autre moment. Donc c'est un art vraiment de la présence qui est là. Et en même temps, c'est un art social. Je construis toute la classe avec ça. Et puis on va évoluer comme ça. D'un coup aussi, il va falloir... on va faire tout plein de formes géométriques. Le 8, ça a un sens extraordinaire, le 8. Ou les lemniscates avec un croisement au milieu. Et on imagine qu'est-ce qui se passe quand on croise comme ça. On rassemble la droite et la gauche là, avec nos bras, et c'est toute la pensée qui peut arriver, et de se saisir vraiment soi-même. Et donc on bouge, comme ça c'est 8, et d'abord tous ensemble, on fait donc l'enfant, je dis pas, je vais trouver une image au départ, et puis pour l'amener, voilà, le soleil est rond, un étang peut être rond, donc je vais trouver plein d'images, parce qu'il est dans ce monde d'images, et puis petit à petit je vais amener des concepts, donc ils vont faire des 8, et au moment où ils vont se croiser, c'est merveilleux, il y a une musique qui coule, ils doivent courir comme ça, et puis petit à petit, il faut vraiment que tout le monde, celui qui est un peu plus faible, et qui a du mal à avancer dans le monde, il va devoir se forcer au moment où il faut passer, parce qu'il y en a toujours un qui passe comme ça, dans la vitesse, et celui qui court tout le temps, il est retenu. Donc je peux vraiment éduquer très profondément l'autre, à cette perception de l'autre et de soi-même, sans moralité, sans lui dire « toi tiens-toi tranquille, attends l'autre », pas d'explication. Donc c'est une éducation très très profonde, comme ça. Et au fur et à mesure, il y a un passage qui est très merveilleux, je trouve, c'est vers 11-12 ans, où c'est très harmonieux. Et on pourrait même sentir qu'ils sont dans une telle harmonie, un équilibre, ils se sentent bien dans leur corps, il y a des proportions qui sont justes. Et on va faire vivre des formes vraiment où ces proportions vivent, ces proportions, donc l'étoile, dans lequel Léonard de Vinci a inscrit un homme tout à fait harmonieux. Puis après, il devient adolescent, et puis là, d'un coup, il tombe, ses bras sont lourds, pesants, et il se sépare, il s'isole, et il vit vraiment cette solitude. Et là, je vais trouver dans ma manière de faire, je vais imaginer l'octave, par exemple, pour lui dire « Très bien, tu vis cette pesanteur, et c'est normal, mais tu peux aussi toujours te rappeler d'où tu viens. » Mais bien sûr, moi, je ne le formule pas comme ça, je fais vivre l'expérience artistique. Voilà, et donc c'est un chemin vraiment comme ça qui va vers l'intérieur. Et après, on a beaucoup d'exercices pour faire rencontrer le muscle. Et puis de nouveau, un chemin qui ressort et qui prend conscience d'une réalité qui est plus grande, qui n'est pas isolée. Et quand je travaille vraiment, ça c'est l'accompagnement des enfants à travers une école Steiner, c'est-à-dire toujours leur faire vivre ce respire entre l'intériorisation et quand même le dehors aussi. De ne pas se couper. Et je dirais que quand je m'adresse à des jeunes adultes, ce qui a été le cas pour moi assez souvent, qui arrivent après une scolarité normale et tout ça, ou des adultes, ce que je peux percevoir souvent, et qui me fait toujours un choc, c'est que je les trouve coupés, c'est-à-dire isolés complètement d'eux-mêmes, comme si c'est plus que le physique qui existe. Et en fait, de retrouver un espace et de plonger ses bras dans la réalité d'une vie autour, ça amène c'est déjà un premier pas qui peut faire comprendre qu'il y a aussi
un monde invisible derrière les choses, quoi. Dans les pathologies, on va voir ça aussi, hein, puisque je suis thérapeute, on va voir des pathologies qui vont complètement mettre des hommes dans une carapace. Si on prend la sclérose en plaques, puisque c'était mon thème de travail de fin d'études, le point de vue de la médecine anthroposophique, puisque c'est vraiment en arrière-plan, il y a quand même toute cette science de l'homme. Et bien, c'est de comprendre cette maladie, pas du tout d'un point de vue neurologique, mais d'un point de vue métabolique. Et en fait, c'est vraiment une maladie où, si on regarde les symptômes qui se passent devant soi, l'être est devenu comme une grosse tête. Il est sorti, comme la tête, un peu, on sent qu'elle perçoit le monde qui est autour, mais elle est un peu sortie du cosmos. Et là, c'est tout son corps qui devient comme ça. Tout le corps, en fait, qui est complètement sorti de ces forces qui entraînent dans le mouvement, de ces forces qui vont travailler dans notre métabolisme et tout ça. Et donc, on va retrouver les gestes qui permettent ça. Et là, c'est vraiment, là, on travaille sur des sons. Donc, on va choisir certains sons qui vont être répétés de manière à ce que on n'arrive pas forcément à une guérison, mais on arrive vraiment à retenir la maladie. Est-ce que la personne, parce que c'est elle qui se met en mouvement, c'est pas moi, je peux pas du tout faire à sa place. C'est pas du tout une thérapie qui est passive, c'est elle qui fait. Et donc, on va faire en sorte que même par l'imagination, parce que souvent ce sont des gens qui peuvent plus bouger, donc on se sert de gestes imaginatifs et qui petit à petit vont grandir et on va glisser ces gestes après dans tout le bras va suivre, toute la jambe va suivre. Ça c'est oui, c'est de sentir aussi que toute l'activité intérieure en fait peut servir et qu'elle est réelle, que les forces imaginatives d'un mouvement peuvent reconduire au mouvement. Voilà, de sentir aussi que quand je travaille finalement avec mes bras, avec mes jambes, quand je marche, quand je fais des rythmes avec mes jambes, quand je fais certains sons avec mes jambes, en fait, je reparticipe à la vie du monde. Voilà, et du coup, ça, c'est soignant. Ça, c'est un exemple, par exemple. Après, ça peut être beaucoup plus simple, hein. Ça peut être simplement quelqu'un qui... voilà, j'ai une dame qui n'arrivait plus à trouver vraiment l'équilibre. Là, dernièrement, une dame assez âgée et qui avait du mal à marcher. Et là, c'est aussi, de rentrer dans une marche qui est consciente, lui a donné la possibilité de retrouver un équilibre dans cette marche et de pouvoir vraiment remarcher. Voilà, donc c'est... ouais. C'est... voilà, et ça peut être aussi simplement à... Je dirais, en fait, moi, une grande partie qui m'intéresse, parce que je me demande comment est-ce que le rythmique peut vraiment passer dans le monde, actuellement, enfin, je dirais être intéressé, et avec sa profondeur, je trouve, voilà, et sa richesse. Et je trouve que c'est un art qui est avant-gardiste, hein, qui se pose vraiment des questions par rapport à l'homme moderne, comment l'homme moderne se situe dans le monde, avec cette difficulté qu'il a maintenant d'être isolé quand même. Et je trouve que c'est un nouveau yoga, en fait. On va plus du tout travailler sur un respire conscient des choses, mais c'est un respire de l'âme qu'on cherche. Et donc, on va pouvoir travailler sur le sommeil, par exemple. Hein, donc, en faisant cet art-geste, je vais pouvoir sortir quelque part. Voilà. L'âme, elle est toujours en train de se lier profondément ou se délier. Elle a toujours ce geste, elle peut grandir, elle est immense ou toute petite. On a Victor Hugo qui décrit très bien ça, hein. Je veux dire, des poètes l'ont vraiment perçu, ce genre de choses. L'âme, elle est d'une... Regarde en toi ce ciel profond qu'on nomme l'âme. En ce gouffre, au zénith, resplendit une flamme. Un centre de lumière... je suis un peu intimidée, là, devant la caméra. Un centre de lumière inexploré est là, hors de toi, comme en toi. Cela brille et brillera. Donc déjà, de sentir qu'on a toute cette âme, cette texture de l'âme qui respire. Et dans certains, je veux dire, on sent que
des moments où on voit que toute la technologie, tout peut nous conduire dans un geste seulement. Et là, on va varier les gestes de cette âme. Voilà, et puis toujours en cherchant ce sentiment de l'éternité en moi. Mais c'est pas en le cherchant, c'est en le vivant. Ce sont des gestes qui vont me permettre de vivre en moi ce qui est éternel et qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher dans les profondeurs. En fait, je dis souvent ça à mes élèves, c'est un art extraordinaire parce qu'en fait, il n'a pas de limite. C'est un art qui marche avec la maturité. Quand on est danseur à l'opéra, là, il y a un moment donné où ça s'arrête. Je ne peux plus pratiquer mon art. Et là, c'est un art de la maturité, je veux dire, qui mûrit avec moi. Et c'est vrai que je dirais que c'est au niveau de la perception quelque chose qui augmente. Et que ce que je vais faire au départ, je vais me ressentir plus moi-même. Je vais ressentir des émotions de mon âme. Comme ça va devenir de plus en plus... on va descendre et on va vraiment, par exemple, avoir des perceptions de courant. Un geste descendant va avoir... on va sentir comment ça agit sur soi. Un geste montant aussi, comment ça agit sur soi. Et donc, plus l'âme s'est liée vraiment à cette corporéité, plus il y a une densité qui est là. Et puis, surtout, j'ai un outil. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir voilà, faire ressentir, je veux dire, vivre ou faire vivre un sentiment de contraction, par exemple, ou un sentiment de détente. Et donc, j'ai un véritable outil expressif, en fait. Je vais pouvoir passer très rapidement de l'arrière, d'un sentiment de l'arrière à l'avant. Et donc, dans musicalité, par exemple, je veux dire, ou dans un poème, je sais pas, j'ai des gestes de haine, par exemple. On sent bien qu'un geste de haine ne va pas faire ça, il va faire ça. Mais donc, je peux prendre un espèce de recul, enfin, de rejeter les choses du monde. Et puis, dans l'instant d'après, être un personnage, je veux dire, il va falloir que j'utilise, au contraire, complètement l'espace avant. Donc, en fait, je dirais que on sent que l'âme, c'est une a des possibilités qui sont énormes. Hein, on peut, dans la musique, par exemple, il va falloir, ou même dans la parole, il va falloir que j'exprime un geste. Et ce qui va être intéressant et ce qui va être complètement, vraiment, qui va mûrir dans mon travail, c'est comment je passe d'un geste à l'autre. Et toute l'activité intérieure qui va me faire passer d'un A à un autre son et un autre geste. Et donc tout ça, c'est vraiment, je dirais, là on arrive vraiment dans la pratique de l'eurythmie qui est extraordinaire et qui mobilise absolument tout l'être. À la fois son corps, son âme et l'esprit, en fait, la vivacité d'esprit. Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est... Du coup, effectivement, avec le mûrissement de son être, et je veux dire, on a des eurythmistes qui sont très vieilles. Là, j'ai un professeur que j'aime énormément et qui a 93 ans. Et elle, c'est devenu tellement concret. Elle fait un tout petit geste et on voit une seconde. Ça, c'est que ça a complètement pénétré l'instrument. Et donc, c'est un art vraiment de la maturité. Voilà, c'est un art de la patience. Il faut beaucoup s'exercer. Il y a quand même une partie exercice qui est quand même très, très important. Et on arrive dans des finesses de perception. Je dirais pour moi, dans mon chemin, après d'autres eurythmistes, c'est d'autres choses, mais moi, dans mon chemin, et parce que je me suis toujours intéressée à la question d'incarnation aussi beaucoup, ce sont des espaces. C'est-à-dire que je suis dans un monde d'espace, je peux créer des espaces. Voilà. Et je peux jouer avec ces espaces. Voilà. Et puis, on a des perceptions, effectivement, voilà, de la tenue de son os, ça descend très très profondément, hein, et puis, ou alors de l'éloignement de soi. Et, c'est très très varié. Toutes les perceptions, on a vraiment des perceptions, et je pense de ce monde que je dirais éthérique, qui est un monde, voilà, je n'aime pas beaucoup le terme d'énergie, mais je pense que ça correspond. Les énergies, vraiment.
et de ce monde d'âme qui est très coloré aussi. Voilà, et le sentiment de quelque chose, d'une éternité en fait aussi, de quelque chose qui dure. Alors, on peut tout exprimer avec le rythmisme, c'est-à-dire que par exemple, je peux exprimer quelque chose qui est plus volontaire, quelque chose qui est plus dans le sentiment, quelque chose qui est plus aussi dans la pensée. Donc je vois bien que j'ai des textes, par exemple poétiques, qui vont beaucoup plus avoir un caractère lié à la pensée, descriptif. Je vais avoir des poésies lyriques qui embrasent vraiment le sentiment, et je vais avoir des poésies extrêmement volontaires. Et tout ça, il va falloir que je métamorphose ma manière de m'engager dans ma corporéité. Et ça mûrit. On voit bien, ça vient pas du jour au lendemain. Ça mûrit avec moi. Avec aussi une intimité, une compréhension avec cette nature. Enfin, on se lit vraiment à la vie, aux profondeurs, aux expériences. Moi, j'ai trouvé que le fait d'avoir des enfants, par exemple, m'a énormément fait mûrir dans ma pratique de rythmiste. Voilà. C'était vraiment une expérience de la vie qui m'a fait énormément mûrir vraiment dans la pratique de le rythme, qui m'a transformée de manière assez radicale, je dirais, de la manière et qui a enrichi ma pratique de rythmie, dans des métamorphoses, effectivement. En fait, une perception, c'est marrant parce que ça, c'était vraiment, je me souviens que quand j'étais étudiante, j'ai eu un prof qui m'a beaucoup aidée une fois, parce qu'on s'attache à des perceptions qu'on a eues, on voudrait les répéter. Et en fait, les choses évoluent. Il y a des moments où je me sentais, alors que j'avais eu l'impression d'avoir voilà, qu'il y avait une épaisseur, justement, et puis d'un coup, plus rien. Et elle me dit, mais pourtant, tu as fait des progrès. Elle me dit, c'est vraiment une étape, en fait, où il y a, tu as conquis quelque chose, et puis après, il y a une étape de vide, où tu n'es pas encore capable de percevoir ce qui est nouveau. Donc, voilà. C'est compliqué, hein, ça, voilà. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on est dans une répétition. Quand je suis rythmiste thérapeute, il faut que je répète le geste. Mais moi, il faut que je comprenne le processus. Quand je veux soigner avec le son B, par exemple, qu'on a un peu travaillé hier, en fait, je sais qu'il faut que je vive vraiment la densification que ce B produit pour pouvoir arriver à le faire vivre, ou l'enveloppe protecteur que ça fait vivre. Et je sais l'arrondi que ça va créer dans le bras, je le connais, j'en ai vraiment l'expérience intérieure. Et donc je vais conduire, parce que voilà, des fois la vie n'habite pas tout le bras ou n'habite pas tout le corps. Et donc je vais vraiment conduire la personne à ressentir simplement par des touchés des fois, ou par la répétition, ou par des images, pour que le bras soit rempli. C'est pas, je veux dire, on a l'impression, c'est ce qui me désole moi très souvent dans cette rythmie, c'est que les gens n'ont plus tellement la patience de se former vraiment. Et on va beaucoup vers des formations en week-end. Et là, j'ai un peu peur que ça devienne voilà, des recettes, mais qu'il n'y ait pas vraiment le vécu intérieur du geste. Faire un O, par exemple, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça ne se fait pas en 9 week-ends. Je veux dire, moi, je vois comment, en 30 ans, cette réalité du O a grandi. On a affaire à des êtres, en fait. C'est pas personnel. Hein. C'est quelque chose qui est, je veux dire, le O, où tous les êtres du monde peuvent dire un O. On ne voit pas un Chinois qui va dire A en fermant la bouche. Il va aussi ouvrir les bras pour dire A. Donc on rentre dans quelque chose qui est au-delà qui est valable pour tous les hommes. Et donc ça, on rentre dans des archétypes extrêmement profonds qui pour moi, sont vraiment à l'œuvre dans les fondements de l'univers. Et ça mûrit avec soi. Moi, c'est étrange parce que j'ai pas réussi, parce que c'est très lié à l'anthroposophie, hein, mais je ne suis pas rentrée dans l'anthroposophie par la lecture et par la tête. Je n'y arrivais pas. Parce que j'étais formée sociologue avec toute une vision encore très matérialiste de la vie, mais c'est vraiment par la pratique de l'eurythmie
que quelque part, je veux dire, j'ai découvert des choses que j'ai pu relire après dans ces œuvres. Donc vraiment, ça c'est vraiment mon chemin. Et maintenant, c'est vrai que tout me parle. Et je comprends la véracité de ce qui a été dit dans ces écrits. Donc simplement comme... voilà, en fait, je trouve que d'un coup, les concepts ont un contenu, en fait. Ont un véritable contenu. Je peux distinguer ce qui est du domaine du physique, de ce qui est du domaine de la vie, de ce qui est du domaine de l'âme et de ce qui est du domaine de l'esprit. Et je vais vraiment pouvoir le vivre et l'expérimenter. Voilà.